On croit tous savoir ce que c'est l'amour. Mais en réalité, c'est un territoire bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Aujourd'hui, on va essayer de le cartographier un peu. Pas pour lui coller une définition une bonne fois pour toutes, non. Mais plutôt pour comprendre comment il peut évoluer, comment il peut grandir avec nous. Alors, on va plonger directement dans le vif du sujet. On utilise ce seul et même mot amour pour décrire des choses qui n'ont parfois rien à voir. La passion qui dévore, l'affection toute tendre. Alors, comment on s'y retrouve dans tout ce labyrinthe? Eh bien voilà le point de départ. L'amour, ce n'est pas un bloc monolithique, une chose unique et simple. C'est beaucoup plus un spectre, vous savez, un mélange de sentiments qui, parfois, peuvent même sembler se contredire. Et pour naviguer là-dedans, figurez-vous que les Grecs anciens nous ont légué une carte vraiment utile. Elle est basée sur 3 concepts, Eros, Philia et Agapé. Mais attention, il ne faut pas voir ça comme des cases bien séparées, mais plutôt comme un parcours, un véritable chemin de maturation psychologique. Allez, on commence par le tout début de ce voyage. La première étape, c'est Eros. C'est la force brute, l'élan initial. Mais c'est aussi là, on va le voir, que se cachent les plus grands dangers. Eros, qu'est-ce que c'est? C'est l'étincelle, c'est le désir pur, l'attraction, ce truc viscéral qui nous pousse vers quelqu'un. C'est absolument vital, c'est le début de tout. Mais sa nature même, qui est fondée sur le manque, le rend potentiellement destructeur. Il nous tire vers la fusion, cette idée de ne vouloir faire qu'un, et donc inévitablement vers la possession. Et ça, ce n'est pas nouveau. Platon, dans son livre Le Banquet, va droit au cœur du problème. Si désirer, c'est manquer de quelque chose, alors Eros est forcément lié à une forme de souffrance. C'est ce sentiment de vide qu'on espère, qu'on croit pouvoir combler grâce à l'autre. C'est la question cruciale. Qu'est-ce qui se passe si on s'arrête là? Si on reste bloqué à cette première étape et qu'Eros n'est complété par rien d'autre? Où est-ce que ça nous mène? La réponse, franchement, elle est assez sombre. Quand Eros règne en maître absolu, aimer devient vite synonyme de posséder. L'autre n'est plus vraiment une personne, mais un objet. Un objet dont on a besoin pour notre propre survie narcissique. Du coup, la peur de perdre cet objet devient une peur panique de s'effondrer soi-même. Et là, c'est la porte ouverte à la jalousie, à la dépendance et parfois même à la violence affective. Heureusement, le voyage ne s'arrête pas là. On passe à la deuxième étape, Philia. C'est elle, le pont qui nous fait passer du « moi tout seul » au « nu », de la fusion à la véritable relation. La philia, c'est l'amour de l'amitié, de l'échange. Et sa grande révolution, c'est la reconnaissance de l'autre. L'autre n'est plus un pansement pour mon manque, mais un sujet à part entière, avec son propre monde, ses propres envies. C'est la découverte de l'autre, en fait. Et là, on voit bien la transformation radicale. D'un côté, Eros avec la fusion, la possession, le manque. Et de l'autre, Philia avec la réciprocité, le dialogue, la reconnaissance. On change complètement de perspective, c'est un vrai virage. Donc, le point crucial, c'est ça. La philia, elle apporte une structure. Elle rend l'amour pensable. Ça veut dire qu'on peut en parler, on peut négocier, on peut construire ensemble. Elle lui donne une forme solide qui permet de durer, là où l'énergie brute d'Eros, toute seule, finirait par tout brûler sur son passage. On continue notre chemin et on arrive maintenant à l'horizon de ce parcours, l'étape finale, ou peut-être l'idéal à atteindre, Agapé. C'est l'amour dans sa forme la plus pure, la plus généreuse. Agapé, c'est aimer sans vouloir capturer l'autre. C'est vouloir activement le bien de l'autre, juste pour l'autre. Mais attention, ce n'est pas du tout un sacrifice de soi, c'est un amour qui vient d'une vraie force intérieure, pas d'une annulation de ses propres besoins. Mais il y a une condition essentielle pour y arriver. L'agapé n'est possible que si on est soi-même suffisamment solide, suffisamment bien dans ses baskets. C'est seulement quand on n'a plus besoin de l'autre pour se sentir exister qu'on peut commencer à l'aimer librement, pour qui il ou elle est vraiment. Bon, on a vu les 3 étapes. Mais attention, la conclusion, ce n'est surtout pas de choisir l'une contre les autres. Non, le véritable enjeu, c'est de réussir à les faire coexister. Et ça, c'est peut-être le message le plus important. Il ne s'agit pas de tuer Eros, de se débarrasser du désir, pas du tout. La maturité, c'est d'apprendre à articuler ces 3 forces, à les faire danser ensemble, en harmonie. On voit bien comment ça s'emboîte. Eros, c'est le moteur, l'impulsion de départ. Sans lui, rien ne commence. Philia, c'est le cadre, la structure qui va donner une forme à cette énergie. Et Agapé, c'est le fondement, la base solide qui permet à tout l'édifice de tenir sur la durée.
Pour résumer, en gros, si on est bloqué à l'étape Eros, la relation est presque toujours vouée à la tragédie. En intégrant Philia, elle devient vivable, gérable au jour le jour. Et quand on arrive à toucher à Agapé, l'amour atteint une autre dimension, une dimension éthique, celle du respect et du soin profond de l'autre. Au final, aimer de manière mature, ce n'est pas chercher chez l'autre une solution à nos propres angoisses existentielles. C'est accepter son mystère, accepter sa liberté et accepter qu'il ou elle n'est pas là pour nous garantir que tout ira bien. Et c'est peut-être ça, au fond, le secret, aimer sans posséder.